Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir Caroline. Bonsoir Léonard. C'est un vrai plaisir de vous retrouver ce soir en direct de l'école. On est dans notre salle d'histoire du bijou que tu fréquentes et que je fréquente aussi assidûment. Peut-être que certains d'entre vous d'ailleurs ont déjà suivi un cours ici. Pour une rencontre particulière autour d'un sujet particulier, on est très heureux d'aborder vraiment encore une fois de la recherche. Un sujet nouveau, un sujet inédit. Tu vas nous raconter effectivement comment ce cheminement s'est fait et comment ce sujet t'est venu. Bien évidemment, nous avons nos collègues qui sont en ligne avec vous pour vous aider, pour répondre à toutes vos questions. Je crois qu'on a Inésita et Cécile qui sont là, Céline qui sont là avec nous ce soir. Donc n'hésitez pas et bien évidemment, on va garder un temps aussi à l'issue de la conférence pour répondre aux questions que vous pourriez vouloir nous poser. Dans la mesure du possible, j'espère qu'on pourra y répondre. Donc je m'appelle Léonard Pouy, je suis historien de l'art, enseignant-chercheur au sein de l'école, et c'est un plaisir ce soir de partager cette conférence avec toi, Caroline Benzaria. Peut-être que tu peux nous donner quelques mots pour te présenter. Oui, avec plaisir. Donc, rebonsoir à tous. La photographie est un sujet que je connais bien. J'ai fait mes études, des études classiques à l'école du Louvre et à la Sorbonne. Et puis, c'était plutôt sur la peinture et la poésie. Et puis, ensuite aux États-Unis, plutôt sur l'art du XXe siècle. Et j'ai eu la chance de travailler au musée d'Orsay pendant 12 ans, au moment où la gare se transformait en musée du XIXe siècle. Alors au départ, j'ai travaillé dans la documentation de peinture et très vite, j'ai travaillé dans le département de la photographie. Et à cette époque-là, c'était vraiment implanter la photographie parmi les autres domaines au même titre que la peinture, la sculpture, les objets d'art, l'architecture. Et la photographie, c'était quand même assez nouveau. Et j'ai travaillé sous la direction de Françoise Elbrun, qui est vraiment Madame Photo, et Philippe Néagu, qui, à cette époque-là, avait un fonds de 6000 images à peu près, on est en 1986, et qu'ils ont commencé à inventorier, trier, à finalement partager ce qui était plus documentaire, de ce qui était plus artistique. Donc j'observais, je regardais. Ensuite, ils ont acquis des fonds importants ou des œuvres photographiques qui intéressaient le XIXe siècle, avec des artistes qui étaient peintres à l'origine, comme Degas, qui ont fait de la photographie, ou Bonnard, évidemment des artistes femmes photographes comme Julia Margaret Cameron, ou des amateurs comme Émile Zola, qui a pratiqué la photographie sur un plan quasiment professionnel. Et donc, inutile de dire que finalement, en étant aussi leur assistante sur les expositions, dont une exposition très importante qui célébrait le 150aire de la photographie, qui s'appelait L'invention d'un regard, où il donnait des outils pour entrer dans ce nouveau sujet, ce nouveau langage, bien, j'ai appris. J'ai appris. Et je me suis rendu compte, enfin, ils m'ont enseigné que c'était un langage formel qui aussi entretenait beaucoup de liens avec les autres arts, comme la peinture, le dessin, les arts traditionnels. Quand Céline Gasselin-Leduc m'a approchée en me parlant de ce sujet, photographie et bijoux, j'ai trouvé ça magnifique. Puis on s'est rendu compte l'une et l'autre que finalement il y avait assez peu de choses d'écrits ou faites sur la question. Et donc, on s'est dit, mais c'est un sujet inédit, on va commencer, on va défricher. Et voilà,
entrons dans le sujet finalement très vite, mais c'est les quelques mots que je pouvais dire à propos de tout ça. Exactement. Non, mais c'est un vrai sujet dans la mesure où effectivement tu as dû suivre, et ça a dû être passionnant, l'arrivée et la légitimation d'une forme d'art relativement récente au musée. Il y en a eu d'autres depuis, c'est quand même intéressant. On peut penser au cinéma, on peut penser aux jeux vidéo, à la musique contemporaine, etc. Et en même temps, cette confrontation avec la joaillerie, qui maintenant on le sait, et vous le savez désormais tous, est la forme d'art la plus ancienne au monde. Et c'est vrai que confronter cette technologie nouvelle avec ces savoir-faire anciens et ces traditions, forcément, le résultat est très, très signifiant. Et donc, c'est ce qu'on va vous présenter ce soir, donc les tout premiers éléments de ces recherches que tu as menées. Et je crois qu'on va partir à Vienne pour commencer notre voyage. Alors, allons-y. Y sommes-nous ? Oui. Alors, à Vienne, en Autriche, nous sommes au début du XXe siècle, où les photographes-reporters rendent compte de la vie moderne. Alors, qu'observons-nous ? Des femmes vues de dos qui contemplent une vitrine de bijoux. Alors déjà, on entre dans la photographie parce qu'au fond, c'est comme pris sur le vif. Elles sont de dos, ça attise notre curiosité. Qu'est-ce qu'elles sont en train de regarder ? Et la photographie a ce côté assez magique d'attirer la curiosité en tout premier lieu. Du reste, la photographie a été adoptée immédiatement quand elle a été son invention, et la joaillerie l'a tout de suite adoptée comme source documentaire, bien sûr, donc, mais aussi comme source d'inspiration, naturellement. Et dans un deuxième temps, elle s'en est aussi servie pour diffuser, pour faire de la publicité, pour présenter aussi. Donc cet engouement, on l'a retrouvé aussi, puisque très vite, la photographie s'est retrouvée, par exemple, dans des petits médaillons sentimentaux. C'était plus un portrait qui était peint sur une petite plaque en ivoire, mais c'était la photographie. Ensuite, les photographies ont réclamé des cadres en or avec des brillants, des pierres de couleur, et donc c'était pris au même titre que la peinture. Et cet engouement, cette passion, mais au fond, ça a été dès le début, et je rappellerai ici une date, c'est 1839, c'est en janvier, Arago, qui présente à l'Académie des sciences et des arts ce brevet qui vient d'être acheté par l'État pour en doter le monde libéralement. Et il y a beaucoup de lithographies, caricatures qui parlent de cette invention sur tous les tons. Et on parle de la daguerréotypomanie, du daguerréotypomane, des traînes daguerriennes. Enfin, c'est une vraie folie, mais on en est encore à daguerre, l'invention qui est une épreuve unique sur un support de cuivre, et il faut attendre un peu plus tard pour avoir les épreuves sur papier, négatif papier, qui vont permettre le développement positif papier et donc de multiples. Et à ce moment-là, il y a une ouverture photographique sur le monde. Et très très vite, la photographie devient une forme d'art à part entière. Alors pas si vite que ça, hein, parce que tout le monde est entièrement d'accord sur cette affaire de réalité, quoique la notion de vérité et de réalité peut être parfois assez fluctuante, mais par contre, sur la notion d'art, pas nécessairement, puisque les artistes, certains, l'ont pris avec une sorte de mauvaise humeur ou de détresse, en disant la photographie est née, donc l'art est mort. Alors, et puis alors d'autres ont dit, comme des photographes comme Gustave Le Gray, qui avait été formé comme un peintre, non, l'art est dans la photographie et c'est le futur. Donc il y a deux clans, et puis au milieu, il y en a un qui est
entre les deux, on va dire, et dont Charles Baudelaire se fait l'écho, quoique il pencherait plutôt vers ceux qui, nous allons le voir. Pour lui, en 1859, il fit la critique du Salon des Beaux-Arts de peinture, et puis à côté, il y avait le Salon des photographies, donc il va faire un pamphlet sur la photographie. Et en gros, ce qu'il dit dedans, c'est que la photographie, ça serait associé à l'imprimerie ou à une écriture, l'écriture rapide, sténographie, mais en aucun cas ça met en jeu l'imagination, dit-il. Dans ce cas-là, ça n'est pas de la littérature et donc ça ne peut pas être un art. Donc la photographie doit rester dans son rôle de servante. Mais là, nous avons une photographie que vous pouvez voir à l'écran sur la gauche de Constant Puyo, qui est un des premiers photographes pictorialistes qui a inventé le flou artistique. Et vous voyez que ce qui pourrait sortir de ce que les uns ont pensé de la machine ressemble fortement à un dessin avec le crayonné, le velouté, l'aspect de la sanguine, mais en même temps le bijou néo-grec que ce jeune homme de profil présente ne peut être qu'une partie très photographiée et une esthétique qui appartient qu'à la photographie. Oui, cette question n'est toujours pas vraiment réglée, puisqu'on a toujours des tableaux photographiques, je pense à Jeff Fall, etc. Ce discours peinture, enfin tableau photo existe toujours aujourd'hui, il reste très très moderne en fait. Oui, il y a toujours un peu cette compétition, mais enfin en tout cas aujourd'hui, quand même depuis quand le musée d'Orsay a ouvert ce département de photographie et qu'il y a eu ces expositions, même une monographie sur Nadar, on a vraiment commencé à élargir l'audience, le public, et à le considérer comme un art. Maintenant, c'est une question de goût aussi, c'est une question de goût. Alors Nadar, on va en parler justement. Au programme ce soir, donc trois chapitres. On va d'abord vraiment éclairer, si je peux me permettre, ce sujet, ces ambiguïtés, ces points de croisement aussi. On va voir qu'il y a vraiment une sorte de regard croisé entre les pratiques joaillières, les pratiques bijoutières et la photographie, pour voir que finalement, on peut presque confondre les deux pratiques dans des objets, dans des objets papier, des objets bidimensionnels, mais aussi des objets tridimensionnels. Et enfin, on verra tout ce qui peut être fait justement pour mettre en lumière la photographie avec du bijou, au service du bijou. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors commençons tout de suite peut-être avec la mise en lumière et surtout avec l'espace de l'atelier, puisque c'est là que tout commence. Oui, tout commence. 35 boulevard de Capucines, pas seulement chez lui, 35 boulevard de Capucines, Nadar, puisqu'il y a bien d'autres photographes qui sont installés sur cette belle avenue non loin d'ici, de la place Vendôme. Donc, Nadar, c'est la famille Tournachon. Ils sont trois, deux frères, Félix Tournachon et Adrien Nadar, qui s'associent et qui vont photographier tout Paris. Le plus génial des deux frères, c'est Félix Nadar, qui va se lancer aussi bien dans la photographie qu'ensuite dans l'aérostatique. Enfin, vraiment, il est inventeur dans l'âme. Et il a une caractéristique, c'est qu'il aime énormément le monde des arts, des lettres, de la littérature, et il va photographier les artistes, et ce qu'il va rechercher, c'est la psychologie du modèle. Et vous voyez au centre, vous avez ce portrait de Sarah Bernard. D'ailleurs, il y a une exposition actuellement à Paris, au Petit Palais, qui est absolument remarquable parce qu'on voit la carrière entière et la créativité de cette artiste de la scène, mais qui a aussi fait de la peinture et de la sculpture, etc. Et donc là, elle est représentée par Félix Nadar. On est en 1864. Elle n'est pas connue. Elle est dans l'indifférence totale.
elle est courtisane, mais elle aime les arts de la scène et sa beauté est forcément, comme on voit ici dans la photo, est capturée par le photographe qui, sur un fond neutre, rappelant l'antique, l'a fait poser accoudée à une colonne. Elle est comme un nu grec simplement drapé d'un velours sur lequel s'accroche la lumière. La lumière tombe sur son front et pour seul bijou, un camée historiciste qu'on retrouvera sur d'autres photographies sur lesquelles elle pose chez d'autres photographes. À côté de Sarah Bernard, nous avons à droite la comtesse de Castiglione. Elle vient d'une famille italienne, de la Spezia, une grande famille italienne. Elle est d'une beauté époustouflante et elle va être envoyée en France auprès de Napoléon III, dont elle va devenir la maîtresse et pendant 3 ans restera à ses côtés. Ensuite, il se lassera. Elle va continuer sa trajectoire. Et ce qui est assez étonnant chez cette femme, c'est qu'on peut vraiment parler d'une artiste photographe dans le sens où elle va se servir du photographe comme d'un opérateur pour se représenter, pour faire son autoportrait. Il est l'opérateur de sa mise en scène, c'est elle qui choisit ses vêtements et là elle a choisi de se représenter donc avec ce vêtement, un bracelet qu'elle a au bras droit, double rang, et elle tient dans sa main droite un cadre en velours noir avec un œil qui nous regarde. Donc il y a une mise en abîme. Et à la fois, ça fait penser à des tableaux sentimentaux qui sont assez anciens, où on avait coutume de s'offrir ou d'offrir à l'être aimé son œil pour être toujours sous son regard. En bijou également, oui, le Lover's Eye, c'est aussi, le bijou voilà. pré-victorien par excellence. Oui, oui. Et donc, c'est Pierre-Louis Pierson, Mayer et Pierson, qui sont aussi connus, puisqu'ils sont les photographes de l'empereur, aussi connu que Nadar, qui va être pour elle le plus important élément de son art, puisqu'elle a fait vraiment un nombre immense d'autoportraits toute sa vie, n'évitant pas l'avancée de l'âge non plus. Enfin, il y a vraiment chez elle une recherche et une conscience. Mais prendre la pose, c'est aussi La Belle Otero, photographiée par Charles Reutlinger, qui joue La Belle endormie. La Belle Otero aussi, grande courtisane, femme de la scène, qui adore les bijoux, beaucoup, des diamants, qui les porte quand elle va chez le photographe, mais qui les porte quand elle est sur scène également, splendeur et misère des courtisanes. La Belle endormie, La Belle en scène, avec ce collier magnifique ajouré, bien sûr. Et puis à côté, vous avez aussi l'impératrice qui sera photographiée, qui se rendra chez le photographe. Mais là, ce n'est pas le cas. C'est Gustave Le Gray qui vient au palais de Saint-Cloud pour photographier l'impératrice Eugénie, car on a demandé au peintre Thomas Couture, connu plutôt néoclassique, le maître de Manet, et aussi représenté au musée d'Orsay à travers les Romains de la décadence. L'empereur voulait que Thomas Couture peigne le baptême du futur empereur. Donc, pour éviter à l'impératrice de longues heures de pause, il va donner des indications à Gustave Le Gray qui va aller au palais de Saint-Cloud photographier l'impératrice et il va prendre un grand nombre d'images. Alors là, c'est vraiment le photographe qui se transporte. Alors avec la chambre, c'est 35 kilos, le pied, je crois que c'est 20 kilos, et puis il y a la tente de développement, puisque c'est la technique du collodion humide, etc. Vous voyez, c'est pas une mince affaire, hein. C'est un grand travail de patience, de précision. Et finalement, le tableau de Thomas Couture ne sera pas réalisé. Aussi, plus tard, une commande est faite à Gustave Le Gray d'un tableau par le vice-roi d'Égypte
de l'impératrice. Et il va se servir de ces photographies où on la voit, alors à travers la peinture, on voit un petit peu mieux le diadème avec les pierres. Donc en réalité, les bijoux de la couronne. D'ailleurs, les bijoux de la couronne, on en reparlera. On en reparlera. Voilà. Et puis, vous avez Gustave Le Gray, qui est vraiment un militant de la photographie et un inventeur, puisqu'il a vraiment parfait la technique photographique. Il y a on pourrait dire qui sont des noms professionnels, et c'est Émile Zola, comme je vous l'avais dit au début, qui, à l'âge de 56 ans environ, il a fini les Rougon-Macquart, découvre, comme par inadvertance, découvre la photographie, et là commence à se passionner. Et il installe 3 labos de photographie chez lui, chez sa maîtresse, et un autre à Médan. Et là, il va photographier sa famille, puisqu'avec Jeanne Rochereau, qui est une poète et aussi une écrivaine, il va avoir 2 enfants. Alors à gauche, vous avez Denise et à droite, vous avez Jacques. Et on la voit poser sur les 2 photographies qui sont à l'écran, avec des bijoux. D'ailleurs, ça serait intéressant, Léonard, de s'informer un peu plus sur ce qu'étaient ces bijoux qui sont un peu en châtelaine. Il y aurait sûrement une recherche à faire, parce qu'à travers la photographie, bien sûr qu'il y a beaucoup de bijoux qui vont réapparaître. Exactement. Alors c'est toujours le piège, on a tendance à associer les époques des photographies aux époques des bijoux. Très souvent, on porte les bijoux des aînés, des parents, voire des grands-parents. Donc il faut faire attention sur la stylistique. Là, c'est tout à fait possible qu'elle porte des bijoux éclectiques, voire même plus anciens, alors qu'on est autour de 1900. Oui. Alors, cet espace de l'atelier du photographe, forcément, on ne peut pas évoquer celui du joaillier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on aurait pu imaginer que l'atelier du joaillier, qui est un espace assez intime, assez secret, ne soit pas très bien connu. Et en fait, il est très connu, très bien documenté. On a des dessins de la Renaissance qui représentent vraiment des joailliers à l'œuvre dans leurs ateliers. Et de la même manière, assez tôt aussi dans l'histoire de la photographie, on va avoir ces espaces documentés et on va avoir surtout une appropriation du médium photographique par les joailliers. Alors à gauche, vous avez ici un exemple des ateliers de Georges Fouquet, donc qui était rue Royale. Tout le monde connaît la boutique, qui est aujourd'hui au musée Carnavalet, la fameuse boutique dessinée par Maurras, qui est une sorte de bijou géant dans lequel on peut pénétrer. Ici, donc, c'est l'atelier. On voit que l'esthétique est très différente. Alors finalement, ça n'a pas tant changé que ça, avec un atelier tel qu'on le découvrirait aujourd'hui. La principale différence avec les grands globes de verre qu'on voit au mur sur la gauche, qui étaient en fait, avant l'apparition de l'électricité, utilisés pour concentrer et aussi pour colorer la lumière sur certains points très précis de travail des joailliers qui travaillent à la cheville. Oui. Et l'autre élément qui existe toujours dans certains ateliers, c'est ce qu'on voit au sol, les claies, et qui était donc utilisé pour récupérer tout matériau, tout objet qui pourrait rouler au sol, sans qu'il soit perdu, sans qu'on puisse marcher dessus. Donc quelque chose de très 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 utile qui tend aujourd'hui un petit peu à disparaître, mais qu'on peut encore trouver dans certains ateliers. Et si on passe de Fouquet à Chaumet, eh bien là on est face à des documents tout à fait intéressants, assez étonnants. Très tôt, Joseph Chaumet va intégrer aux pratiques d'atelier de la maison, on est vers 1900, la photographie, dans un but à la fois documentaire, dans un but créatif aussi, puisqu'on voit donc ces fleurs naturelles des iris, vraisemblablement, qui sont donc photographiées, qui sont capturées, mais dans le but de devenir des bijoux. Et c'est là qui est intéressant, on est presque entre le naturaliste et le joaillier, on a déjà presque le bijou dans l'esprit, comme qu'on aurait sur une esquisse ou un gouaché, en fait. Et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'on voit vraiment le regard du joaillier sur ces objets, sur ces fleurs ici, dans le but de devenir des bijoux, et donc forcément qui vont servir aussi de modèle aux joailliers par la suite. Et évidemment, eh bien aujourd'hui, on a énormément de photographies qui sont faites. C'est presque, voilà, on a pris ici l'exemple de Van Cleef & Arpels, on pourrait prendre presque n'importe quelle maison qui va communiquer sur les savoir-faire, sur la transmission, sur la qualité, l'expertise, effectivement, des mains d'or, et dans le cas présent, qui travaillent donc, dans ces ateliers. On parlait de la cheville, ici on a vraiment un gros plan et qui permettent de très très bien documenter et connaître toutes ces spécialités.
Alors, on a parlé effectivement des joyaux de la couronne, et c'est vrai qu'assez tôt, là encore, la photographie va occuper une place tout à fait centrale dans l'actualité joaillière de la fin du XIXe siècle, avec cet événement tout à fait dramatique pour les historiens de la joaillerie, qui est la vente, la dispersion des joyaux de la couronne de France, la plus belle collection au monde, il faut bien le dire, qui est donc vendue aux enchères, et qui va être, donc, comme toute vente aux enchères, accompagnée d'un catalogue de vente. Et en fait, ce premier catalogue de vente ne va absolument pas satisfaire les enchérisseurs potentiels parce que justement, les photographies ne sont pas assez bonnes. Elles sont très contrastées, ce sont des petits formats. Et en fait, il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de requêtes qui sont faites pour qu'on voit mieux, pour que les objets soient mieux présentés. Et donc, une deuxième campagne photographique va être organisée par donc, les ateliers Berthaud, ce photographe, qui va donc composer un véritable portfolio de portraits photographiques. Ce sont des très grands formats. On a la chance de pouvoir les conserver à l'École des Arts Joailliers. On conserve un exemplaire. Et là, eh bien, c'est fantastique puisqu'on a vraiment des portraits de bijoux. Aujourd'hui, on dirait presque en haute définition. Bien sûr, c'est du noir et blanc, mais qui permettent d'apprécier, de comprendre, eh bien, effectivement, en quoi ces pièces sont tout à fait exceptionnelles. Alors, c'est presque un crève-cœur parce qu'on voit tout ce qui a été perdu. Une partie a été récupérée, bien évidemment, a été conservée au musée du Louvre ou dans quelques autres institutions, mais la très, très grande majorité de ces milliers de pierres et de ces milliers de pièces est aujourd'hui, bien évidemment, disparues, dispersées, remontées, retaillées par toute une série d'intermédiaires. En fait. Alors on en retrouve encore une fois de temps en temps des morceaux, mais voilà, peut-être que ce portfolio Berthaud est le dernier témoignage un petit peu exhaustif de ce à quoi ressemblait cette collection extraordinaire, qui d'ailleurs, pour une large part, était aussi un travail récent des derniers geôliers qui avaient travaillé pour la couronne. Je pense à la famille Babst, par exemple, et donc qui est un document tout à fait précieux, en plus d'être de très très belles photographies presque artistiques. Alors justement, au même moment, on voit vraiment la photographie s'immiscer aussi dans les grandes expositions. L'exposition universelle va même proposer des souvenirs photographiques à ces différents visiteurs. Il faut bien imaginer l'événement que c'était avec des millions de spectateurs. Et donc, vous pouviez repartir avec votre propre bijou photographique de l'événement, ce pendentif émaillé dont on voit ici un exemple. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que pour documenter cette période qui est assez complexe, puisqu'on a l'Art Nouveau, les styles de la Belle Époque qui se superposent avec une sorte de contre-culture déjà qui est à l'œuvre, eh bien, vraiment, la photographie va devenir un document d'étude, un document de recherche. Il se supplante à la lithographie. Ici, on voit des photographies là aussi de plus en plus précises dans les ouvrages et donc qui vont permettre aussi non seulement de conserver une mémoire des pièces réalisées qui n'auraient pas été retrouvées par la suite, mais surtout parfois de les reconnaître, voire de les attribuer. C'est le cas notamment de cette épingle de Lalique que l'on pouvait donc déjà apercevoir photographiée dans les ouvrages dès 1900. Oui. Donc un document tout à fait utile. Et aussi, très vite, alors ça c'est dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, on va voir des visuels, toute une documentation de communication, en fait, mais aussi d'archives, qui va s'approprier le médium photographique à destination des ateliers d'une part. Alors, vous avez ici sur la gauche ce qu'on appelle une pancarte produit, donc c'est un petit peu la carte d'identité d'une pièce qui va être créée au sein des ateliers, ici donc pour la maison Van Cleef & Arpels, cette ballerine, voilà, avec un numéro, avec son nom, donc là, une danseuse, mais également à destination des clients. Et on est très heureux, et je remercie les services du patrimoine de la maison, de nous avoir prêté eh bien, quelques éléments que je vais vous présenter. Je mets mes gants parce qu'évidemment que ce sont des documents précieux. Alors on est en 51, et quand bien même il n'existe pas de collection à proprement parler, comme on dirait pour la mode, de bijoux à cette époque-là, elles viendront plus tard, on a une sorte de catalogue qui va être proposé à la fois pour les clients, peut-être aussi déjà pour la presse. Donc en fait, c'est une feuille A4 qui est pliée, c'est assez beau. Et donc, vous voyez dedans une série de 10 photographies qui présentent les différents bijoux de la collection, alors qu'il n'en est pas vraiment une, mais les différents bijoux, disons, sortis des ateliers de la maison Van Cleef & Arpels à l'époque. Alors, ils sont relativement nombreux, je vous les présente
rapidement, mais c'est un document qui est assez précieux, assez étonnant. On voit des détails qui sont faits sur certains bijoux. Voilà, j'essaye d'améliorer le cadre. Évidemment, on reconnaît des pièces historiques, hein, déjà développées avant-guerre. On pense au Passepartout, aux Minaudière, à tout ce qui faisait déjà la célébrité et les succès de la maison Van Cleef & Arpels à l'époque. Mais voilà, les boîtes précieuses avec les cigarettes, hein, toujours très importantes, le fameux nécessaire. Mais aussi déjà des parures qui montrent une différenciation, parure de jour, parure de soir. Ça, c'est complètement l'esthétique de l'après-guerre, où on ne s'habille pas, on ne se pare pas des mêmes bijoux en journée et de nuit, hein, forcément, et la mode aussi s'adapte. Et donc, on voit voilà, ces variations de diamants, de pierres, de couleurs aussi, qu'on peut deviner. Un document tout à fait rare et tout à fait précieux. J'espère que ça passe relativement bien à l'image et qui est donc aussi avidement recherché aujourd'hui par les collectionneurs. Et le bijou est vraiment très bien mis à l'honneur. Il est très visuel, il ressort parfaitement. Il y a un effort aussi de présentation assez moderne, assez nouveau, et c'est place aux bijoux, hein, c'est vrai. Réalité. On a vu tous les sorts de la photo de mode, les mannequins sont présents, ce ne sont pas juste des bijoux en buste ou présentés dans des vitrines, on a toute une mise en scène avec de la coiffure, avec de la mode, et ça aussi c'est très propre à l'après-guerre, hein. On pense au New Look de Dior, on pense à aussi des gouachés très dessinés, très silhouettés, avec toute une allure, qui accompagne effectivement le porté du bijou que l'on présente. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant, c'est quelque chose qui n'est pas venu tout de suite et qu'on va voir apparaître notamment en 1925. Ça va être une des grandes innovations de l'exposition des arts décoratifs et industriels modernes, puisque dès cette époque-là, au sein du pavillon dédié donc à la section joaillière, hein, qui est une vraie compétition, une vraie émulation, seuls 30 des 300 joailliers de la chambre syndicale peuvent y participer. Il y aura aussi des médailles qui seront remises. Eh bien, on voit apparaître des mannequins, des bustes figurés. Je pense notamment à la Bérénice de chez Cartier, où on a un vrai buste avec un visage maquillé. Voilà. Alors aujourd'hui, ça ne se fait plus. On est revenu à la mode ancienne, mais il y avait comme ça des innovations. 2 pavillons à cette époque-là consacrés donc à la joaillerie, le pavillon de la chambre syndicale, mais aussi le pavillon des négociants en pierres, perles, qui avaient leur propre pavillon que vous avez ici. Et voilà, là typiquement, cette photographie, je crois, est l'unique témoignage, l'unique trace de l'existence de ce pavillon. C'est quand même fascinant pour les historiens de l'art aussi, toujours ce contraste noir et blanc qui va être si important pour l'esthétique art déco, si important pour le cinéma naissant, et qui étonnamment va influencer le bijou. C'est-à-dire que la fin des années 20, c'est aussi un moment où on revient à une certaine monochromie. L'art déco se blanchit, entre guillemets. On revient aux diamants, aux grandes baguettes. Le style guirlande. Exactement. On va conjuguer un petit peu les innovations de l'art nouveau avec le style guirlande ou de la Belle Époque. Et donc, il y a une sorte de grand silence blanc qu'on va observer dès 1929, en fait, qui n'est pas forcément lié à la crise, hein, mais qui est voilà, une sorte de conjugaison de ces deux tendances traditionnelles, aristocratiques, du bijou en diamant platine, et des choses plus géométriques, plus ornées aussi de l'art déco et précédemment de l'art nouveau. Alors, ce qui nous amène à notre second chapitre, où là, on va vous présenter non plus seulement des photographies, mais des bijoux à proprement parler, mais vous allez voir des bijoux qui ont un rapport très étroit avec la photographie, pour ne pas dire des bijoux photographiques. Oui, bijoux photographiques, absolument, Léonard. Alors, mais d'abord, finalement, vous avez, si la joaillerie s'est appropriée la photographie comme tout le monde, finalement, puisque tel Narcisse, on courait chez le photographe, eh bien les scientifiques aussi. Les scientifiques, et ça pouvait être jusqu'aux médecins, jusqu'aux psychiatres, jusqu'aux biologistes. Et donc, vous avez le fameux René Dagron qui va inventer le micropoids, c'est-à-dire le microfilm, sur lequel, sur 1 mm, vous pouvez avoir l'équivalent de 400 portraits.
Mais alors évidemment, il faut une loupe, la loupe Stanhope, pour voir à l'intérieur. Et René Dagron, dans sa lancée d'invention, va inventer le bijou photographique, bijou secret. Et là, à gauche, vous avez une bague à l'intérieur duquel est inclus, enchâssé, une mini petite photographie, une miniature. Et donc, c'est ce qu'on appelle une bague optique, et c'est ce qu'il va diffuser. Alors, le laboratoire de gémologie de France a fait des recherches, par exemple, sur le bijou de K. Fabergé et a pu mettre à jour les sujets qui étaient présentés. Alors, celui-ci, au centre, est définitivement érotique. Enfin, c'est une femme nue avec une ombrelle, hein, ou un parasol. Et donc c'est une autre façon finalement, mais comme tu l'as bien dit, c'est un bijou photographique là pour mes secrets. Voilà. Et il y a aussi Albert Londe. Albert Londe qui s'est beaucoup intéressé à la chronophotographie, c'est-à-dire l'étude du mouvement, et puis à la radiographie et aux rayons X. Et quand il découvre les rayons X, qui sont découverts dans les années 1895 à peu près, il va tout de suite capturer l'invention et doter la Salpêtrière d'un laboratoire de recherche, et il va se mettre à photographier toutes sortes de sujets. Alors ça peut être bien sûr le corps, donc bien sûr, alors on peut voir les os, mais ça sera la chaussure, on verra les clous de la chaussure, et puis ça peut être aussi un collier de diamants contenant 4 pierres fausses. Alors, est-ce que la joaillerie s'est servie de cette technique pour différencier ou s'aider? Dans quel contexte a été faite cette photographie? C'est aussi des questions auxquelles on devra répondre. Alors, dans le cas des perles, ça, je peux en attester, effectivement, pour reconnaître les perles naturelles, les perles fines, des perles de culture, on va utiliser la radiographie très tôt, hein, dès les années 20 aussi, pour faire le tri entre ces différentes matières. Donc, c'est pas impossible, effectivement, que déjà ça ait été utilisé. Alors, il y a aussi des bijoux photographiques intimes, entre guillemets, hein, qui vont. Tu parlais de ces portraits que l'on va garder sur soi. Oui. C'est peut-être même le bijou le plus répandu dans ce domaine photographique. Oui, le bijou intime. Et là, voilà, on en a un qui a été réalisé et qui montre l'impératrice Eugénie et l'empereur. Double face dans le médaillon, et d'ailleurs il y a une mèche de cheveux, et donc c'est vraiment un médaillon où ils sont représentés l'un comme l'autre de façon pas en apparat. Voilà. Et il a appartenu au docteur Corvisart, qui était le médecin de l'empereur. Donc ça veut bien dire que c'était vraiment quelque chose qui avait été donné, enfin il y a un échange, et la photographie et cette médiation. Et puis vous avez au milieu le médaillon avec la photographie, le portrait d'Émile Zola. Émile Zola qui écrit J'accuse, qui est publié dans l'Aurore en 1898, et qui va prendre la défense de Dreyfus, qui est accusé d'avoir trahi la France à tort. Et donc la France scindée, on peut imaginer que ce médaillon sur lequel il y a marqué J'accuse, oui, avec probablement des feuilles de chêne, était presque un... C'est un bijou de Dreyfusard. Hein, c'est un bijou de Dreyfusard, oui. Oui, c'est un bijou politique. Oui, c'est politique. Il y a les bijoux de suffragettes, il y a les bijoux de Dreyfusard. Ça montre bien effectivement toutes ces divisions dans la société de l'époque. Et alors on a mis Carmen Lopez qui fait une broche d'Adelaida Garcia Morales, qui est une femme poétesse et philosophe, écrivain espagnol. Et donc là, elle a voulu faire, cette designer, référence à la photographie ancienne en utilisant l'émail et le cuivre poli et la photo aussi pour faire une broche d'une autre façon.
Alors, quand le cadre devient un bijou, eh bien oui, la photographie, elle va être, comme nous le voyons sur ce bracelet, qui est en réalité tissé de cheveux. Et au centre, vous avez ce médaillon qui encadre ce visage d'enfant, mais vous avez aussi la photographie qui peut servir d'épingle de cravate, comme vous le voyez avec les 2 portraits de Victor Hugo, qui sont d'après des photographies de Nadar. Et puis là, je dirais à droite, la broche indéterminée, date indéterminée, mais enfin, disons un anonyme. Elle est intéressante, on dirait presque un ready-made finalement, puisque ce serait la photo dans son cadre qui devient un bijou tel quel. Exactement. Voilà. Donc finalement, l'imagination est stimulée continuellement. Et puis, nous avons aussi l'exemple de François Rupert Carabin, qui est une formation d'orfèvre et qui a fait beaucoup d'ébénisterie. Les meubles conservés au musée d'Orsay nous montrent qu'il s'est beaucoup intéressé aux nus. D'ailleurs, il a fait beaucoup de photographies de nus, comme vous le voyez à gauche, et vous voyez ce nu qui porte le bijou. Et on le voit sur ce négatif que le bijou a déjà une présence et une esthétique qui, finalement, sans être revendiquée, commence à marquer les imaginaires et les possibles dans le domaine de l'innovation. Et à côté, vous avez une bague qui a été faite par François Rupert Carabin, qui représente un de ces corps nus, puisqu'il en a beaucoup photographié, qui est en argent chromé, qui tient cette sphère, qui est très moderne, on peut dire. Et j'en profite pour dire que si vous pouvez vous rendre dans l'exposition qui actuellement a lieu sur l'Art Nouveau à l'école de joaillerie, eh bien, vous la verrez. Alors, elle est unique, elle n'a apparemment pas été reproduite, parce que souvent les bijoux Art Nouveau étaient édités. Mais là, c'est comme un essai très particulier. Voilà, il y a vraiment un mouvement dans cette œuvre. Et puis, il y a d'autres bagues encore plus complexes. Alors c'est vrai, là, on est presque sur un mode anecdotique, mais il faut quand même en parler. On a parlé de microfilm, on a parlé de bagues et de photographies, et évidemment on va avoir des caméras, des appareils photographiques qui vont eux-mêmes être miniaturisés, et notamment dans le but de l'espionnage. Ici vous avez 3 exemples donc, de bagues faites par le KGB, les services secrets russes, qui vont donc miniaturiser un appareil photographique dans le but évidemment de prendre en photo des documents, des personnes, etc. On peut imaginer des épingles de cravate, etc. Là c'est tout l'imaginaire de l'univers de l'espionnage. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça va rester quelque part un petit peu dans l'esprit des artistes aussi, puisque si on parle du coréen Yoon Seok-sim, eh bien, il va justement s'intéresser à cette question de la miniaturisation. Cet artiste s'intéresse beaucoup en fait, au trompe-l'œil, à l'illusion. Il va créer des volumes qui n'en sont en fait pas, mais qui donnent l'impression de l'être. Et typiquement, ce pendentif, on pourrait croire que voilà, c'est un petit objet ou une illustration, si je puis dire, une miniaturisation d'appareil photo, mais c'est une véritable caméra fonctionnelle dont vous pouvez vous servir. Alors évidemment, on voulait aussi vous montrer l'exemple d'appareils photo de luxe, on pourrait dire, avec la maison Cartier, ici en partenariat avec Polaroid. Il y a eu comme ça souvent des tentatives faites entre l'univers de la technologie et la joaillerie, pas toujours aussi fructueuses, puisque forcément la technologie évolue plus vite que la joaillerie. Je me souviens notamment des coques d'iPhone de la maison Buccellati, qui étaient très très belles, mais voilà, 6 mois après, un nouvel iPhone, une nouvelle forme. Et on ne pouvait plus utiliser sa coque. Mais c'est vrai que ça reste intéressant, il y a toujours cette tentation, forcément, d'une technologie de luxe. Et le cas de Martin Papkun, donc, qui est un artiste d'Europe de l'Est, qui est natif de Slovaquie, si je ne me trompe pas, lui va beaucoup s'intéresser dans un premier temps à l'optique. En fait, il va créer des lunettes. C'est peut-être plus sur cette recherche liée au regard qu'il va composer cette bague qui est aussi une sorte de présentoir à des photographies miniatures. Donc on reste dans le domaine de l'intime, dans le bijou personnel. Oui. Cette fois-ci, ce n'est pas un pendentif, mais c'est une bague. Et donc on va pouvoir conclure donc, sur notre 3e partie, où là on va vraiment voir ces 2 éléments photographiques et précieux se conjuguer sur des mêmes objets. Oui, absolument.
Alors, finalement, on parle de peinture dorée sur cette partie, puisque la photographie, c'était la vérité, la réalité. Ça appartenait aux arts graphiques, puisque c'était tiré sur du papier, mais il lui manquait quelque chose de fondamental, c'était la couleur. Et bien sûr, elle est arrivée progressivement avec les frères Lumière, l'autochrome, mais enfin, c'était encore un peu pâle. Là, il faudra attendre 1940 à peu près avant d'avoir vraiment une photographie en couleur qui nous rende compte de la réalité. Alors, ce qu'on avait trouvé comme solution, c'était, et pour des peintres qui se trouvaient sans emploi, puisque la photographie était née, de colorer à la gouache ou à la peinture dorée les photographies. Et donc, il y avait des équipes entières chez les photographes qui travaillaient à ça. Et donc, on peut le voir sur ces deux, sur des daguerréotypes, ambrotypes, je crois. Et on voit bien, finalement, les bijoux ressortent extrêmement bien. C'est presque hommage aux bijoux, là, dans un cas pareil. C'est le sujet. Alors, bien sûr que leurs joues sont un petit peu roses, donc ça leur donnait un peu plus de vie. Il y avait aussi ce côté-là. Mais enfin, la photographie n'avait pas encore atteint, et on peut comprendre, pour ceux qui étaient contre l'idée d'accepter la photographie comme un art, ce n'était pas de la peinture. Par exemple, là, nous avons inspiration. Alors, dans cette section, vous avez une peinture de George Frederick Watts, qui est un des plus grands peintres britanniques du XIXe siècle, qui est très ami avec Julia Margaret Cameron, qui est une des premières femmes artistes, qui est une des premières à comprendre que son art aura une postérité, qui va vraiment militer, et qui ne commencera la photographie que très tard, ses enfants lui offrant un appareil photographique en lui disant pour ça, comme ça vous vous occuperez un petit peu, mère, parce que comme nous sommes partis. Et finalement, elle fait une œuvre grandiose. Elle connaît évidemment toute l'Angleterre victorienne, John Herschel, Tennyson, enfin Oscar Wilde. Et vous avez en comparaison le même modèle peint par George Frederick Watts, qui est Hélène Terry, une comédienne qui se sera mariée, divorcée 3 fois. Et il l'épouse, elle a 14-15 ans à peu près, et il fait le portrait. Et elle est en train de respirer des camélias, mais dans sa main gauche, elle tient des violettes qui sont beaucoup plus modestes, mais beaucoup plus profondes. Et donc il y a tout un symbolisme, parce que c'est de la peinture symboliste, et on voit bien les bijoux qu'elle porte, les bracelets, le collier. Et à la même époque, Julia Margaret Cameron va faire une réponse du berger à la bergère à travers cette photographie. Elle est datée ici de 1913 parce qu'elle a été retirée ultérieurement, mais en réalité, elle l'a pris à la même date, enfin à peu près à la même époque. Et on voit comment la photographe va reprendre toute la geste du bijou sur le corps. C'est peut-être pas le même collier, mais c'est certainement les mêmes bracelets. Les fleurs, eh bien, bon, ce sont des carreaux de céramique. Et puis, on voit vraiment la différence du langage moderne de la photographie et de la peinture. Et elle l'a mis dans un ton d'eau, ce qui rappelle aussi la peinture. Donc, il y a ces liens qui vont continuellement se nourrir mutuellement jusqu'à aujourd'hui encore finalement, et ce n'est pas l'un contre l'autre, mais c'est beaucoup plus dans un esprit d'ouverture que les styles peuvent évoluer. Il y a une perméabilité. Cette question du point de vue, René Lalique va très bien la comprendre pour le coup, avec ces jeux optiques sur le verre. Le choix de cette broche est parfait, puisque si vous la contemplez, si je puis dire, eh bien, soit le baiser se réalise, soit il ne se réalise pas. Il y a toute une question du point de vue, évidemment, de l'observateur qui opère avec un... Parce qu'en fait, il est moulé, donc il est à la fois en relief et en creux. Et donc là, il y a une vraie illusion d'optique et un cheminement qui se fait avec peut-être déjà une source d'inspiration aussi sculpturale, voire photographique, en présence de Rodin. Mais oui, parce que Rodin l'avait fait, lui, alors Rodin était... Mais tu as entièrement raison, Léonard, il y a quelque chose ici qui se joue. Eugène Druet est le photographe que Rodin découvre en 1893
pour photographier ces sculptures. Et ils vont savoir ensemble décider de la meilleure lumière pour faire apparaître les reliefs, les volumes. Et Eugène Ruet va même inventer vraiment un procédé qui va permettre à Rodin de pouvoir obtenir ce qu'il voulait. D'ailleurs, ils vont co-signer les négatifs ensemble, mais ça c'était aussi dans l'esprit de Rodin. Mais on a bien sûr cette esthétique du noir et blanc qu'on ne peut plus ignorer, même si ça n'est pas encore revendiqué à nouveau. Mais il y a des liens. Et le baiser de Rodin, il avait choisi dans le mythe, la légende de Dante qui racontait l'histoire, je ne sais pas si on... Oui, la porte de l'enfer, c'est-à-dire c'est Paolo et Francesca. Et, c'est un baiser interdit. C'est un baiser interdit, adultère. Voilà. Donc le frère qui part à la guerre, le roi, confie à son frère Francesca, et quand il revient, il lui a vraiment très très bien confié, et il va les envoyer tous les deux en enfer. Et Rodin, dans sa sculpture, ne rapproche pas les lèvres. Là encore, il y a une distance. Bijoux archéologiques, photographie documentaire. Là, la photographie va inventer un regard. Alors l'esthétique va se situer par rapport à la photographie, comme nous venons de le voir, va innover en introduisant l'esthétique du noir et blanc, mais aussi au niveau de la composition. Et là, nous avons 3 bracelets qui ont été photographiés en réalité par Deveria, qui vient d'une famille d'artistes, lithographes et peintres, et qui va faire des fouilles en égyptologie avec Mariette. Et donc, tous les objets qu'il va photographier, il va être très attentif à d'abord avoir une composition très classique, ici en frise, mais surtout bien représenter l'objet dans son volume pour qu'on le comprenne. C'est l'aspect documentaire, ça n'empêche pas d'avoir des qualités artistiques, mais au départ, c'est vraiment pour comprendre, entrer davantage dans le regard de ce qui est présenté. Et à côté, nous avons une photographie actuelle qui est aussi beaucoup plus précise, digitale. C'est une autre technique, mais on est sur le fond noir, donc ça change aussi beaucoup les choses. Mais ce qui est vraiment l'invention majeure dans la photographie et sur laquelle il faut vraiment finalement s'arrêter un petit peu, c'est le cadrage. La photographie permet de fragmenter et pour en dire plus, pour en dire autrement. Et ici, il y a une photographie d'Auguste Vacquerie qui photographie la main de Victor Hugo avec cette bague. Et finalement, c'est tout Victor Hugo qui apparaît sur cette épreuve sur papier salé, donc dans les brins. Elle a été gardée par Madame Hugo. C'était vraiment une image qu'ils ont énormément chérie. Et à côté, vous avez le photographe hongrois, François Collard, qui lui-même aussi va jouer avec les mains, et le cadrage va l'aider à nous montrer, sans nous la montrer, eh bien, Jeanne Lanvin. Voilà, Jeanne Lanvin avec son bijou qui ressort finalement dans la photographie. Parce que, quoi qu'il en soit, la photographie multiplie des détails qui, dans la réalité, nous échappent souvent parce qu'on a un regard curieux. C'est un sujet très très vaste, malheureusement, oui. on doit conclure. Oui. Évidemment, c'était impossible de conclure cette conférence sans rendre hommage à notre photographe, Benjamin Chély. Oui. Tous les habitués de l'école, en fait, le connaissent parfois sans le savoir.
c'est effectivement lui qui prend tous les merveilleux clichés que vous pouvez voir dans nos catalogues, sur les murs de l'école, et qui justement arrive à rendre vraiment vivant nombre des bijoux qu'il capture, qu'il prend photo, comme l'œil de cet oiseau ou ces bagues d'hommes qu'il va animer comme ça avec des artifices, on pourrait dire. C'est vraiment un artiste qui nous est aussi très très cher et on en est extrêmement fiers. Alors tu voulais aussi terminer sur cette citation de Roland Barthes, forcément, qui est l'un des premiers aussi théoriciens d'importance de cet art photographique avec la chambre noire. Oui, avec une écriture très facile, très lisible, très claire, chambre claire, mais il a une écriture extrêmement claire. Et quand il dit « ce que la photographie reproduit à l'infini n'a lieu qu'une fois », c'est finalement lui donner aussi toute sa force, puisque nous sommes pris dans ce flot d'éphémère. Et puis rappeler aussi Émile Zola qui dira vous n'avez pas vu la réalité, en substance il dira ça, vous n'avez pas vu entièrement la réalité si vous ne l'avez pas vue photographiée, parce que à l'arrêt, 1000 détails vous apparaissent. Donc c'est une réalité augmentée qui commençait. Pour nous qui sommes aujourd'hui complètement immergés dans l'image. Et ce sont les premiers pas que l'on découvre à travers la joaillerie aujourd'hui ensemble. Merci beaucoup Caroline. J'espère que cette conférence vous a plu. Peut-être avez-vous quelques questions. Alors, le temps de vous laisser reprendre vos esprits et de rassembler justement ces éléments, je vous annonce donc notre prochaine conférence qui aura lieu donc en septembre, après la pause estivale, sur le thème de l'émail, là aussi un thème extrêmement riche. Donc le 13 septembre à 19h, on vous donne rendez-vous. On vous donne aussi rendez-vous sur nos différents campus, à Paris comme à Hong Kong. Hong Kong où a lieu en ce moment une exposition consacrée à Daniel Brush, ce joaillier génial, cet artiste récemment disparu, et qui est justement peut-être un des joailliers qui s'est le plus intéressé à la photographie. Je pense notamment à sa série en 2017-2018, Cuffs and Links, où il s'était intéressé justement à créer des bijoux dans le but qu'ils soient photographiés, dans le but de créer un livre d'art en fait. Et c'est finalement une attitude assez originale, unique d'ailleurs dans ce sens. Également, on a aussi les rencontres d'art en parlant de photographes contemporains. C'est l'actualité. C'est pas le mois de la photo, mais il y a beaucoup de choses qui se passent à Arles. À Arles en ce moment, donc bien évidemment, profitez-en si vous le pouvez. Alors je vais donc me saisir de mon téléphone où vont m'être envoyées les différentes questions, et je remercie l'équipe de l'école pour ça. Alors, pourquoi les bijoux de la couronne sont-ils vendus aux enchères ? Quel est le rôle de ces archives pour l'historien ? Alors, pourquoi les bijoux de la couronne ont-ils été vendus aux enchères ? C'est une très très bonne question qui n'a pas tout à fait de réponse, parce qu'en tout cas, ce n'était pas dans un but économique. La vente n'a pas rapporté beaucoup. Il y avait même tellement de pierres que la cote du diamant a chuté à cette époque-là. En fait, c'était surtout que la Troisième République avait très très peur que les rois reviennent. Et donc, en les privant de leur régalia, en leur privant des joyaux traditionnels, et bien, symboliquement, de fait, leur pouvoir, symboliquement et réellement, leur pouvoir a disparu. Et de fait, ça a plutôt bien fonctionné, puisqu'on est désormais à la Ve République et il n'y a pas eu de nouvelle restauration. Donc peut-être que c'était efficace. Évidemment que c'est un drame pour l'historien de la joaillerie. On voit toutes ces pièces détruites, disséminées. Et forcément, c'est pour cela que ces documents, ces photographies de Berthaud sont un témoignage aussi utile, tout simplement pour comprendre à quoi ressemblaient toutes ces pièces. Mais c'était une avancée majeure au niveau de la documentation scientifique, la photographie, au fond, parce que c'était un gain de temps terrible. Et d'ailleurs, dès qu'elle a été inventée, il y avait des inventaires photographiques, des couvertures photographiques, des campagnes photographiques qui étaient réalisées dans tous les domaines. Et donc, on a commencé à avoir vraiment une documentation extensive. Exactement. Et je vois qu'il y a beaucoup de questions sur justement le rôle de la photographie dans les recherches historiques. Et c'est vrai, tu parlais de cette arrivée de la photographie au musée d'Orsay. Il faut aussi parler de l'arrivée des documentations visuelles, des documentations photographiques qui vont être très très importantes pour les experts, pour les historiens de l'art,
pour attribuer des pièces, reconnaître des stylistiques, construire en fait des catalogues, construire des carrières aussi. Ah oui. Donc la photographie est tout à fait essentielle dans ce sens, y compris pour la joaillerie bien évidemment. Ah oui. On n'écrivait plus l'histoire de la même manière, c'était des sources majeures. Alors d'autres questions évidemment sur la vente, effectivement, donc les nouvelles photographies de Berthaud ont satisfait visiblement les spécialistes puisque la vente a bien eu lieu et beaucoup de pièces ont été achetées, principalement par la maison Tiffany, par la maison Boucheron également, Babst, d'autres acquéreurs ont pu sauver quelques pièces et un certain Van Cleef qui était déjà présent en 1887 et qui avait acquis une fleurette d'ailleurs, donc comme ça, comme quoi on ne se réinvente pas. Alors quelle est votre photographie de bijoux préférée? Je te laisse répondre à cette question. Peut-être qu'il y a une photographie de bijoux qui t'a particulièrement marqué dans tes recherches. Oh, j'ai bien aimé les photographies de Blumenfeld, Oui. le photographe. Oui, j'ai bien aimé ces photographies. Et toi? En tant qu'historien, moi je suis très attaché aux photographies qui avaient été prises lors de la seule et unique collection de bijoux exposée par Chanel en 1832. Et les photographies avaient été réalisées par le tout jeune Robert Bresson. Voilà, c'est une découverte qui a été faite récemment. Et c'est vrai que Bresson, très très jeune, avant qu'il réalise ses chefs-d'œuvre, avait photographié des bijoux pour Chanel. Alors, je n'ai pas compris comment est fait la bague optique. Est-il possible d'avoir une autre explication? Je crois que c'est le principe du verre à saké, en fait, je crois, où on a une sorte d'image presque en anamorphose. Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment c'est tout petit, bien sûr, sur 1 millimètre. Vous avez l'image qui ne pourra être vue de toute façon qu'à travers une loupe et à l'œil nu. C'est vraiment quasiment impossible de voir le motif. C'est vraiment c'est secret, en fin de compte. C'est visible, c'est connu. Et alors on a des questions aussi sur cette tradition de la photographie post-mortem qui est liée au bijou. Ici, on va garder le souvenir de ses ancêtres, le souvenir des parents. Oui. En fait, finalement, c'est une tradition qui est très ancienne, qui précède la photographie. C'est tout simplement les portraits en miniature qu'on va voir en émail ou peints sur de l'ivoire, qui déjà, avec des chefs-d'œuvre de miniaturisation, sont des tout petits formats, des bagues. Finalement, la photographie s'insère dans cette tradition-là avec ses propres moyens. Oui, la technique ne change pas les besoins humains de souvenirs, de mémoire, de fétichisme parfois, d'amour, le deuil, oui. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, oui. Merci en tout cas beaucoup pour toutes ces questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les envoyer aussi via Internet. On tâchera d'y répondre ces prochains jours, c'est promis. Et donc d'ici là, on vous donne rendez-vous en septembre pour une prochaine conférence. Et évidemment à l'école, où vous pouvez suivre et assister à l'exposition sur l'Art Nouveau. Ah oui, voilà. On vous recommande chaudement. Exactement, une très très belle exposition encore ouverte tout le mois de juillet. Un grand merci et à très bientôt. Très bonne soirée et à bientôt. Merci. Merci à toi, Caroline.